Merci beaucoup. Moi, je suis ravi de vous parler de ce sujet, des liens entre alcool et sommeil. Et donc, on va essayer de voir si un petit verre le soir pour se détendre, ça aide à s'endormir ou si cette aide est illusoire, voire un facteur aggravant pour le sommeil. Donc, on va avoir des généralités sur l'alcool et puis on discutera de ces liens bidirectionnels qu'on a déjà mentionnés de manière générale pour les substances avant de discuter de mesures générales de prévention. Donc, on va pas rentrer dans le même détail historique que pour la caféine, mais on pourrait le faire parce que l'alcool, c'est une substance psychoactive qui est parmi les plus consommées au monde, et ce depuis euh, il y a des traces de consommation d'alcool en moins 7000 avant Jésus-Christ. Enfin, c'est une histoire quasiment aussi longue que celle de l'humanité, avec donc un effet sur le système nerveux central, un usage qui modifie l'humeur, la perception, le comportement, la cognition. Cela est médié par une action sur notamment le neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Alors, imaginons que le cerveau soit une espèce de grande soupe où on retrouve un mélange complexe de neurotransmetteurs. Certains sont excitateurs, le principal c'est le glutamate. D'autres sont inhibiteurs. Le principal neurotransmetteur inhibiteur, c'est le GABA. Et donc, sur le plan neuropharmacologique, l'alcool perturbe l'équilibre normal qui existe entre le GABA et le glutamate, en favorisant les effets inhibiteurs du GABA et en diminuant l'excitabilité glutamatergique. Et donc, en plus de ça, l'alcool va avoir un impact sur les circuits dopaminergiques du système dit de récompense, ce qui contribue à son potentiel addictif. L'alcool, donc, est une des substances psychoactives, je vous le disais, parmi les plus consommées au monde. C'est 2,3 milliards de personnes qui consomment régulièrement de l'alcool. C'est toujours parmi les principales causes de mortalité évitables. La deuxième cause de mortalité évitable en France, c'est près de 41 000 morts par an en France, principalement liées à des problèmes de cancer ou de pathologies cardiovasculaires, mais aussi des pathologies digestives et d'autres causes, y compris de suicidologie ou d'accidents. L'alcool, donc, on le disait, a un potentiel addictif. Et quand on regarde les prévalences de ce qu'on appelle le trouble de l'usage de l'alcool dans les grandes cohortes américaines, en 2015, que ça a pu un peu évoluer, on retrouvait une prévalence sur l'année de près de 14% de troubles de l'usage de l'alcool et qui pouvait monter jusqu'à 29% quand on regardait la prévalence vie entière de ce trouble de l'usage de l'alcool. Donc ça concerne vraiment beaucoup de gens et avec un coût social annuel en France qui est de 120 milliards d'euros. Donc, c'est les dépenses de santé, mais c'est aussi l'impossibilité de travailler, répéter. Donc, c'est des coûts qui sont vraiment massifs et bien au-delà du trou de la Sécu. Alors, si on regarde les données récentes de la consommation d'alcool, il y a certains motifs de satisfaction puisque on constate en premier lieu une baisse régulière de la consommation d'alcool au fil du temps. Euh, alors, il y a toujours 39% de Français qui consomment de l'alcool chaque semaine. C'était en tout cas en 2021, avec quand même 22% des sujets qui sont au-delà des repères à risque voilà, préconisés, et 8% des sujets qui consomment de manière quotidienne. En revanche, en contraste, on voit une persistance des épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante, donc ça, c'est les courbes plutôt en bleu, avec ce qu'on appelle aussi le binge drinking, donc du binge drinking annuel pour 35% des gens, chaque semaine pour près de 5% et 16% pour du binge mensuel, avec des risques spécifiques du binge drinking, que ce soit de coma, de blessure, un risque neurologique plus important, et puis un risque de développer des dépendances avec la répétition du binge. C'est d'autant plus préoccupant que ça va en particulier concerner des sujets jeunes qui vont avoir davantage tendance à ces prises importantes. Alors, il y a des disparités dont je vous épargne ici, mais les hommes consomment globalement plus que les femmes.
Alors l'alcool a cette particularité d'être un produit dont l'usage qui est légal en France peut être considéré comme non problématique. C'est un produit qui reste très largement accessible et plus que ça, promu. Il y a de la publicité pour l'alcool. C'est un produit qui peut être socialement valorisé, hein, il y a, pour des raisons historiques, culturelles, ce qui peut altérer la perception de ces risques, notamment pour le sommeil, mais pour la santé en général et pour les risques de troubles de l'usage qui existent. Alors, il n'y a pas de critères quantitatif aux troubles de l'usage. Donc, l'idée que seuls les gros buveurs peuvent être concernés n'est pas correcte, hein. On a vu, hein, des prévalences vie entière qui sont vraiment très importantes. Un trouble de l'usage, c'est quelque chose qui peut s'installer progressivement, insidieusement, et donc la compréhension actuelle de ce trouble témoigne plutôt d'une continuité avec l'usage non problématique. Et d'ailleurs, à l'inverse de cette image enfin, qui peut être valorisée de l'alcool, il existe un stigma social fort du trouble de l'usage de l'alcool avec des représentations qui sont très sévères et ce qui peut rendre difficile le fait de s'identifier à ces représentations en cas d'usage problématique, ce qui peut conduire à banaliser ou minimiser sa consommation et d'avoir voilà, du mal à la percevoir comme problématique en raison d'un sentiment de honte qui peut être lié à ce stigma et ce qui peut expliquer des retards de prise en charge, le fait de difficulté à en parler. Alors, Alors, si une addiction ne prévient jamais, on décide pas de développer un trouble de l'usage, ça survient pas non plus systématiquement. Et le triangle d'Olivenstein que je vous ai mis là décrit le développement d'un trouble de l'usage comme la rencontre de trois déterminants indissociables que sont le produit qui va avoir des propriétés addictives et il y a des propriétés sédatives avec l'alcool. Euh, des facteurs liés à la personne, donc avec ses propres vulnérabilités, qu'elles soient génétiques, relatives à de l'anxiété, de l'humeur, mais notamment aussi des facteurs liés au sommeil, et puis un contexte social, familial, culturel qui peut favoriser ou freiner des consommations. Donc ce modèle montre que l'addiction n'est pas réductible à l'individu seul, mais résulte d'une interaction dynamique entre ces trois pôles. Et donc, comment ça se passe, le fait de développer une addiction? En fait, ça se met en place un peu comme un apprentissage par la répétition des prises qui sont initialement motivées par une recherche enfin, un plaisir qui est obtenu par des prises initialement, une excitation avec une forte activation de la dopamine dans ce fameux système de récompense, ce qui aboutit à vouloir répéter cette expérience. On parle de renforcement positif du comportement. Et puis avec la répétition s'installe une tolérance qui fait qu'il faut des doses plus importantes pour obtenir les mêmes effets. Et avec le temps, bah, le cerveau s'adapte à ces prises répétées. On a vu tout à l'heure que, bon, j'en parlerai plus tard, pardon. Donc il y a des adaptations, en tout cas neurobiologiques, et de la mémoire émotionnelle qui transforment cette conduite en recherche de soulagement. On passe d'une recherche de plaisir à une recherche de soulagement où surviennent des phénomènes de sevrage qui s'accompagnent d'anxiété, d'insomnie, d'envie de consommer, d'irritabilité, et donc le comportement qui devient compulsif. Et là, c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif pour éviter ces syndromes de manque. Avec en plus le système dopaminergique qui devient hyper réactif à tous les signaux qui nous rappellent le produit, qui peut de fait devenir obsédant avec une quête du produit qui devient prioritaire malgré la volonté d'arrêter. J'en viens donc à la classification actuelle du DSM-5 qui définit le trouble de l'usage donc, comme un spectre de sévérité graduée, léger, modéré, sévère, en fonction du nombre de critères parmi les 11 critères listés, dont aucun n'est obligatoire. Et donc, si on en a deux, le trouble de l'usage est léger. Si on en a plus de 6, on va dire
qu'il est sévère. Et les dimensions principales de ces critères sont d'une part la perte de contrôle et la poursuite malgré les conséquences négatives dans différents euh, domaines, aspects de la vie. Et ça peut tout à fait concerner le sommeil. Ça nuit à mon sommeil, mais je continue. Et puis on pourrait rajouter à ça le craving qui est cette envie irrépressible de consommer. J'en viens donc à notre sujet. On va commencer par voir comment des perturbations du sommeil peuvent constituer un facteur de vulnérabilité aux addictions. Alors, dans notre société qui est marquée par une surstimulation permanente, des niveaux de stress qui sont élevés, parfois chroniques, et voilà, des rythmes de vie accélérés, il est parfois difficile de déconnecter et beaucoup de gens se tournent vers des substances, vers des produits pour favoriser cette déconnexion. Notamment chez les jeunes, dans le rapport de Santé publique France en 2020, il y avait 14% des 26-30 ans qui consommaient pour aider à dormir. Alors là, c'était pas spécifiquement d'alcool, j'ai pas trouvé de données en France pour ça, mais aux États-Unis, dans des grandes enquêtes récentes, il y avait des prévalences entre 10 et 20% chez des sujets adultes qui utilisaient l'alcool dans le but de s'endormir. Donc c'est une idée quand même assez courante que l'alcool pourrait favoriser le sommeil. Alors que j'ai repris cette image de la même étude que Sybille vous a déjà présentée, qui montre que la durée de sommeil, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, est associée à des prévalences de troubles de l'usage plus importantes et qui sont franchement augmentées en dessous de 5 heures de sommeil. C'est les données d'ailleurs INSV, hein, qu'un Français sur cinq a des durées de sommeil qui sont assez courtes. On peut comprendre ça par au moins, voilà, il y a au moins deux idées derrière ça. Quand on manque de sommeil, on a des dysrégulations émotionnelles, de l'humeur, du système de récompense, du stress, et on va avoir plus d'envie. Et en parallèle de ça, on va aussi, quand on manque de sommeil, avoir moins de capacité cognitive de s'inhiber, et donc moins de capacité à résister aux envies. Donc il y a vraiment cette idée que le sommeil joue un rôle actif dans l'émergence des troubles de l'usage. Ici, ça illustre euh, une variable liée à la durée de sommeil, mais ça vaut aussi pour l'irrégularité de sommeil et pour d'autres variables, euh, notamment liées au rythme biologique, comme la question du timing du sommeil. On voit là sur la courbe en haut à droite qu'il y a la prévalence des troubles de l'usage en fonction des périodes de la vie, qui suit exactement celle de l'évolution du chronotype au cours de la vie, et que en clair, plus on a tendance à se coucher tard, voire à être décalé, plus on a de chances de consommer de manière problématique. Et c'était aussi ce qui ressortait des données de l'INSV de 2025, c'est que les Français se couchent et se lèvent de plus en plus tard. Idem pour le travail atypique, euh, ça constitue un facteur de risque de consommer davantage. Alors cet effet pourrait être médié par le fait que les besoins de sommeil soient pas atteints, le fait d'être décalé est associé au fait aussi de manquer de sommeil, mais il existe des facteurs de comorbidité commune génétique avec des liens forts entre le système de récompense et le système circadien. Et sur le plan neurobiologique, on sait qu'il y a des variations sur 24 heures dans la sensibilité subjective à la récompense. Ça, c'est quelque chose qu'on sait instinctivement, sauf quand l'usage est très problématique. On va préférer un verre de vin à 18 heures que le matin à 8 heures. Et on exprime, c'est les courbes en bas, les récepteurs à la dopamine, aux opioïdes, préférentiellement le soir, et donc on va être plus sensible le soir que le matin. Ce qui pourrait aussi expliquer cette vulnérabilité liée au timing du sommeil. Alors maintenant, on va discuter des effets des consommations donc d'alcool sur le sommeil en retour. Donc, sur des prises aiguës d'alcool, ce qui est très clair, c'est que ça inhibe le sommeil paradoxal, ce qui pourrait contribuer à ces dysrégulations émotionnelles induites. Le sommeil paradoxal, suite à une prise d'alcool, y compris faible, survient plus tard et en propension moindre. Euh, et, euh, et alors, en effet, des prises aiguës d'alcool pourraient diminuer la latence d'endormissement
Alors d'une part parce que ça va voilà, altérer cette balance du système de neurotransmetteurs avec cet effet GABAergique le GABA est impliqué hein, dans la régulation des systèmes veille-sommeil et contribue au processus d'endormissement. Euh, mais alors, ça dépend un peu de l'heure de la prise, de la dose, mais voilà, on peut effectivement dire que ça entraîne un endormissement plus rapide, mais ça veut pas dire qu'on dort mieux pour autant, et c'est bien le piège. C'est un peu comme quand on joue au casino, le fait de faire un gros gain sur un premier pari, bah, finalement, ça va augmenter les chances de rejouer et de tout perdre. Il y a un peu cette idée voilà, de rencontre entre une plainte, je dors mal, et ça peut contribuer à ce renforcement positif dont on parlait. D'autant plus que, il peut y avoir une discordance entre la perception globale de son sommeil, je me suis endormi plus vite, j'ai l'impression d'avoir dormi, et la réalité objective qu'on mesure, à savoir que globalement la qualité du sommeil peut être diminuée avec un impact, notamment en seconde partie de nuit, sur une diminution du sommeil en profond en deuxième partie de nuit, et un sommeil qui est plus fragmenté, et un effet également sur l'expression des rythmes biologiques, où on sait que des doses d'alcool, même faibles, vont impacter sur notre sécrétion de mélatonine qui va être décalée, sur notre sécrétion de cortisol. Donc, globalement, l'alcool n'est pas un très bon somnifère, mais c'est un excellent piège. Il y a en plus d'autres impacts de l'alcool sur le sommeil avec une augmentation du risque d'apnée. Ça aggrave l'IAH. Sybille nous l'a bien montré là, au congrès du sommeil avec sa méta-analyse en favorisant la diminution du tonus des muscles des voies aériennes supérieures. Et ça augmente le syndrome des jambes sur repos. Alors avec des prises répétées d'alcool, euh, là, les dysrégulations du système GABAergique euh, se mettent en place avec une hyperexcitabilité neuronale euh, qui, qui, qui va entraîner de l'insomnie dans les moments de sevrage. Et là, les données sont plus claires avec une augmentation, une perte de ce bénéfice initial et une augmentation de la latence d'endormissement, une diminution à la fois de la quantité et de la qualité du sommeil lent profond, une augmentation très claire de la fragmentation du sommeil et des prévalences d'insomnie qui deviennent très importantes chez 70% des sujets dans le trouble de l'usage. Et plus ces aggravations du sommeil sont présentes, plus voilà, c'est associé à des facteurs de sévérité de la maladie addictologique, notamment plus de craving, plus de comorbidité et plus de dégradation des fonctions cognitives. Alors, quand on arrête l'alcool dans le contexte du trouble de l'usage, là, l'insomnie est quasiment ubiquitaire, ça va concerner quasiment tous les patients et surtout, ça va persister. À un mois, elle est retrouvée chez 50% des patients et à 6 mois, on la retrouve toujours chez un tiers des patients avec certaines anomalies qui peuvent persister, notamment sur le sommeil paradoxal jusqu'à 2 ans. Et voilà, la persistance de cette insomnie, on l'a dit précédemment, mais elle est très prédictive du risque de rechute. Je crois qu'il faut que j'accélère un peu, là. Ouais. Donc voilà, il y a un cercle vicieux où on dort pas bien, donc on est fatigué. Quand on boit plus d'alcool, on fait plus de sieste et plus de café. C'est aussi qui a été montré avec l'INSV. Et du coup, le soir, on est trop activé pour dormir et donc on prend de l'alcool et c'est un cercle vicieux. Donc, je voulais surtout encourager l'auto-observation avec des outils simples comme des carnets de consommation et des agendas de sommeil. C'est souvent le premier pas vers une prise de conscience. Et puis, se poser la question de pourquoi j'ai bu ce soir. Est-ce que c'était pour sociabiliser, me détendre? Est-ce que j'ai d'autres alternatives? Avec le fait de pouvoir s'alerter si on augmente les quantités ou si on dort mal avec des réveils ou quoi pour pouvoir solliciter de l'aide. Et on peut passer un questionnaire de dépistage qui s'appelle l'audit en 10 questions en quelques minutes sur Internet. Globalement, les repères de consommation pour limiter le risque, c'est de ne pas dépasser 2 verres par jour, de ne pas consommer tous les jours de l'alcool et de favoriser des périodes sans alcool, ce qui me permet de faire la pub du Dry January qui arrive bientôt. Mais globalement, il n'y a pas de consommation sans risque d'alcool. Faire particulièrement attention chez les sujets vulnérables, donc notamment chez les mineurs qui sont plus concernés par du décalage de phase, qui sont la population voilà, où peut s'installer des troubles de l'usage plus facilement. Je rappelle qu'il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Et donc, quand on a un trouble du sommeil, ça peut aggraver les troubles en masquant les symptômes. Donc, je vous renvoie aux recommandations pour bien dormir, qui sont une alternative qui peut être efficace pour se détendre.
Le soir, il y a des choses qui existent, la méditation, la relaxation, pratiquer une activité physique régulière. Quand ça marche pas, la TCC marche, la TCC de l'insomnie, dans les insomnies liées aux troubles de l'usage de l'alcool. Et donc, pour conclure, l'alcool, ça altère le sommeil, y compris en faible quantité, et ces perturbations du sommeil augmentent en retour le désir de consommer de l'alcool et les capacités d'y résister, ce qui peut constituer un cercle vicieux. Et donc, les troubles du sommeil font partie intégrante du trouble de l'usage, sont très fréquentes et participent à la fois à la sévérité des troubles et au risque de rechute après l'arrêt. Merci.